vu que mes parents ne voulaient plus de moi en fait compte chez eux parce que j'étais devenu insoutenable, puis que ça allait pas. C'est tout de suite la rue qui m'a finalement ouvert, qui m'a accueilli avec les amis que je côtoyais. Et là, finalement, quand tu sais que tu veux pas retourner chez tes parents, tu prends ce qui vient. J'ai pris le fait de vivre à un moment donné dans des squats, dans des appartements abandonnés, et puis après de voir les personnes que je pouvais côtoyer dans la rue. Et puis après, dans le groupe, comme je disais, j'avais ce sentiment de réussite, de faire quelque chose où j'étais reconnu, où j'existais. Alors que tout ce qu'on me proposait à côté, j'arrivais pas à rentrer dans cette case-là. Et c'est ça qui a fait que finalement, au fur et à mesure, je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai plus voulu être parce qu'on a été trop loin dans des bagarres, dans des conflits entre groupes. Et puis en fait, je me suis retrouvé dans une scène où j'ai vu vraiment quelqu'un agresser une personne, mon groupe, et puis ça m'a fait comme en fait compte un flash, un déclic, comme si c'était pas en fait compte ma place. Puis après, ça a continué et puis il a fallu qu'on se fasse arrêter, que je finisse maintenant en prison pour ça. Mais ça, en fait, j'ai compris cette image entre l'image qu'on a dépeint de l'enfant que j'étais. Il y avait une frontière de kilomètres. Bonjour à tous, c'est Capella Jonathan, bienvenue dans le 44. Donc toi, tu as un parcours assez intéressant. Tu as vécu une grande partie de ta jeunesse en foyer. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment est-ce que tu es arrivé en fait là-dedans? Alors c'était dans la fin des années 80, mes parents se sont séparés. Et puis j'ai été placé au foyer Genantide. Et c'était une structure sociale déjà qui accueillait beaucoup d'enfants. C'était pas placé par la justice. Puis finalement mon placement, c'est 2 ans après, le juge a décidé de me placer à la Sombaï jeunesse. Et là j'ai fait à peu près 9 ans. Donc je suis arrivé à la Sombaï à l'âge de 7 ans. Et puis j'ai fait à peu près 9 ans. Ouais. Okay. 9 ans, puis après la Sombaï, j'ai connu un foyer un peu plus dur qui s'appelle Prel, le foyer de Diès. Et là j'ai fait aussi 2 ans parce que la structure familiale ne me convenait plus et puis j'étais, on va dire, pas réinsérable et puis il fallait quelque chose de très cadrant pour moi. Ok. Est-ce que tu as un premier souvenir qui t'a marqué en arrivant au foyer? Oui, je me souviens que quand mes parents m'ont amené à Genantide je crois que c'était une préadmission, j'ai pleuré lorsque j'ai quitté le foyer. Donc je ne voulais pas retourner chez mes parents. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'avais 5 ans. Et j'ai toujours cette image de revenir, de sortir avec mes parents et de pleurer parce que je voulais rester là-bas. Je ne sais pas les raisons en tout cas qui m'ont amené à d'être si triste, mais après je pense que je me rends bien compte que l'environnement du foyer me plaisait et puis c'était sécure pour moi. Et comme j'étais fils unique, de voir beaucoup d'enfants s'amuser, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup en fait. J'aimais tellement la vie de foyer très jeune, c'était pour moi... il y avait vraiment des rencontres qui m'ont vraiment marqué, c'était ma famille. Et une fois que mes parents se sont séparés, j'ai tout de suite compris que c'était là que j'allais vivre, que j'allais évoluer, que j'allais... je me suis adapté très vite. Je vivais des choses que... je me sentais privilégié en fait de pouvoir être avec la possibilité de faire des activités, de partir en vacances. J'avais vraiment un regard en fait d'enfant innocent un peu... je me rendais pas compte vraiment de la réalité de la situation. Il y a un film qui me parle beaucoup où c'est un père qui vit dans un camp de concentration. Puis c'est pas le même niveau, mais pour dire qu'il a fait tout pour que son fils ne voie pas la difficulté et l'épreuve qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Puis pour moi en fait, j'ai un peu le regard en fait de cette situation comme un regard d'enfant qui voyait pas finalement
tout ce qui était d'à côté, les bagarres qui se menaient entre mes parents, tout ce qui se disait au niveau des juges. Je voyais le fait de m'amuser avec les potes que j'avais là-bas. Et puis comme j'ai dit, les vacances, le cadre privilégié parce que dans les institutions, dans les foyers, en tout cas à mon époque, on faisait vraiment tout pour qu'il y ait ce côté où tu te sentes bien, que tu vives ton enfance avec toute la bienveillance qu'il faut, vu que c'était des parcours difficiles. J'arrivais pas encore à voir les conséquences que ça allait avoir pour moi en fait, de ne pas vivre dans un foyer, dans une famille. Et même si voilà, le foyer c'était bien, ça remplace pas un père et puis une mère qui sont là pour leur enfant. Et moi, en tout cas, l'image que j'avais, quand je me souviens, l'image aussi que j'avais en foyer, c'était que quand on me déposait pour le club de foot, j'étais dans un grand bus tout seul avec 15 places à l'arrière, et puis je me disais, waouh, purée, toute cette place pour moi en fait. J'ai jamais vu le côté difficile, même si ça s'exprimait parfois par des moments où j'étais blessé, touché, mais comme tout enfant, mais je voyais plutôt le côté privilégié. Comment t'as perçu toi ton placement? Comment toi tu t'es raconté en fait parce qu'en fait on a toujours une version un peu, on a toujours notre version de la situation. Et toi, comment tu l'as perçu? Alors je l'ai perçu en plusieurs étapes, parce qu'à l'arrivée à l'âge de 12 ans, là maintenant j'ai commencé à me révolter, et c'était pas la meilleure version de moi-même en fait. Je commençais à appartenir, le côté appartenance pour moi c'était hyper important. Vivre en foyer, c'est vivre en communauté, donc voilà, quand on faisait toutes les bêtises j'ai commencé à faire, je les faisais en groupe, et puis vu que j'étais en échec dans beaucoup de choses, que ce soit au niveau scolaire, je me suis créé en fait un groupe avec lequel moi j'avais pas ce sentiment-là. C'était quelque chose déjà de douloureux, déjà de vivre un rejet en me disant que voilà, t'es pas capable de pouvoir faire ça, t'es pas réinsérable, tu vas rien faire de ta vie. Et puis alors du coup tout ce qui était au niveau délinquance, vas-y on fait ça, en fait c'était plutôt l'envie on cherchait plutôt l'envie d'exister. Et puis là j'arrivais à exister. Donc on prenait des risques qui étaient très dangereux. En tout cas je prenais des risques très dangereux jusqu'à ce que je connaisse la prison très jeune, dès l'âge de 12 ans. C'était la Met à la Chaux-de-Fonds, donc j'étais déjà enfermé à plus de 10 jours, vraiment. Suite à des délits de raquettes, donc voilà, on agressait des gens dans la rue, dans les trains, et puis après finalement la justice a frappé à ma porte. J'ai le souvenir qu'à un moment donné c'était difficile parce que je ne savais pas où ma mère était. Et elle est partie pendant plusieurs années. Et ça c'était difficile parce que je ne savais pas s'il était vivant, en tout cas j'avais plus de nouvelles. Puis après j'ai des images où je vois mon père en fait, venir me chercher au foyer pour la semaine, pour le week-end. Mais l'image que j'ai, c'est que j'étais 5 mètres derrière lui quand on devait aller sur le trajet de la maison, et puis j'étais 5 mètres devant lui quand il s'agissait de retourner au foyer. Pour dire que pour moi c'était mon lieu de vie. Et après en fait c'est devenu, il faut que je parte d'ici, c'est trop dur, c'est pas l'endroit où je veux vivre. Je veux aller vivre dans la rue, je veux un peu vivre des trucs, expérimenter des choses un peu comme les jeunes aujourd'hui où on a envie de toucher un peu un sport extrême pour pouvoir avoir des sensations. Moi c'était vivre la grande délinquance, faire le voyou. Et puis Chaux-de-Fonds me convenait plus pour ça, alors je me suis dit je vais aller à Genève. Et puis là, à ce moment-là, je me suis dit ah ouais, j'existe. Et puis les carences en fait, ils se commençaient à se faire ressentir de tout ce que j'avais pas en fait reçu de mes parents quand j'étais enfant. Et avant ça, j'ai connu Presles, le foyer Diès. Et puis quand j'arrive là-bas, c'est tout un autre univers. On est dans ce foyer, en fait, quand ils disent que c'est un foyer, mais c'est une prison avec des chambres qui sont alignées comme ça. Et puis t'as les toilettes qui sont pas fermées, t'as juste
de quoi mettre ton lit, un petit chevet, et puis tu as des barreaux à l'extérieur. Et puis voilà, tu arrives, tu as 13 ans, et tu es dans ce milieu-là, puis tu te fais d'entrée agresser pour qu'on puisse te dire, ben ici, voilà comment ça se passe. Et puis finalement, c'est bizarre, mais j'étais encore mieux là-bas que chez mes parents. Je me suis dit, c'est mon environnement, même si c'est difficile. C'est un peu comme, voilà, je veux dire, finalement, ce que j'ai toujours connu. Alors du coup, je me suis adapté et j'ai connu un autre revers parce que j'ai vu des éducateurs agresser des jeunes, des enfants qui étaient là-bas. Et puis moi, j'ai tout de suite su en fait rentrer dans quelque chose, dans un cadre qui me permettait de me dire voilà comment ça fonctionne. Je sais comment il faut faire pour pouvoir montrer bonne figure et puis après sortir et avoir de plus en plus de liberté. Mais c'était difficile. Et plusieurs années après, il y a quelques mois seulement, j'ai eu un regard différent parce que je suis retourné vers mon assistante sociale pour voir le dossier qui concernait mon placement. Et donc j'ai pu voir toutes les raisons de mon placement, comment ça s'est passé à l'enfance. Et ça, j'étais vraiment reconnaissant parce que le système suisse permet d'avoir une traçabilité sur tout ce qui s'est passé. Et pour moi, c'était une pépite de voir ça. C'était douloureux parce que il y a des choses que j'avais plus connaissance et qui me sont revenues en mémoire. Où on explique que j'étais sur une cage d'escalier et puis que il y avait une plainte de ma part qui disait que je venais de me faire violenter. Des infos qui sont dites comme quoi ça fait 2 jours qu'il est seul à la maison alors qu'il a 7-8 ans. Et du coup ça c'est un retour en fait qui est assez violent et puis il m'a fallu quelques moments pour digérer tout ça et c'était pas facile, c'était le moment qui était un peu plus douloureux, le revers un petit peu de revenir sur le passé. Mais je me sentais prêt en fait, je me disais que c'est le moment de le faire vu que j'étais dans le projet de créer mon association. La chaux de fond, ça te convenait plus par rapport tu avais envie d'expérimenter en fait la grande délinquance et tout, mais qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? En fait, c'est tout un processus. Quand je suis arrivé à Diès, en fait, c'était plusieurs jeunes de différents cantons. Donc, j'ai commencé à avoir des relations. Puis après, quand j'ai commencé à sortir, c'était toute une communauté. Moi, j'aimais beaucoup le milieu, on va dire, hip-hop, les soirées. Donc voilà, pour nous, c'était, on va dire, notre rituel. Sortir, il y avait vraiment quelque chose de, en même temps, très positif parce qu'on aimait ce qu'on vivait. On vivait vraiment, comment dire, il y avait quelque chose de très fraternel. On se connaissait, on se côtoyait dans les soirées. J'aimais tout ce qui faisait que dans la musique, ce qui m'entraînait. Et puis après, je veux pas dire que finalement la musique que j'écoutais n'est pas responsable de ça parce qu'il y avait quand même aussi un bout, parce que je me retrouvais dans ça et les artistes, les chanteurs que j'écoutais, finalement j'ai l'impression que ça représentait bien ce que je voulais être. Donc faire le caïd, peut frapper quand il faut frapper et puis de trouver cette appartenance là. Puis après quand j'ai décidé de partir de la chaux de fond, en fait c'était parce que ma mère en fait habitait à Genève, donc je côtoyais aussi des personnes à Genève et donc j'ai pu voir ce qui pouvait être présenté pour moi. Et après vu que mes parents ne voulaient plus de moi en fait contre chez eux parce que j'étais devenu insoutenable puis que ça allait pas. C'est tout de suite la rue qui m'a finalement qui m'a accueilli avec les amis que je côtoyais. Et là, finalement, quand tu sais que tu veux pas retourner chez tes parents, tu prends ce qui vient. J'ai pris le fait de vivre à un moment donné dans des squats, dans des appartements abandonnés, et puis après de voir les personnes que je pouvais côtoyer dans la rue. Et puis après, dans le groupe, comme je disais, j'avais ce sentiment de réussite, de faire quelque chose où j'étais reconnu, où j'existais. Alors que tout ce qu'on me proposait à côté, j'arrivais pas à rentrer dans cette case-là. Et c'est ça qui a fait que finalement, au fur et à mesure, je me suis retrouvé
dans un endroit où j'ai plus voulu être parce qu'on a été trop loin dans des bagarres, dans des conflits entre groupes. Et puis en fait, je me suis retrouvé dans une scène où j'ai vu vraiment quelqu'un agresser une personne, mon groupe, et puis ça m'a fait comme en fait compte un flash, un déclic, comme si c'était pas en fait compte ma place. Puis après, ça a continué et puis il a fallu qu'on se fasse arrêter, que je finisse maintenant en prison pour ça. Mais ça, en fait, j'ai compris cette image entre l'image qu'on a dépeint de l'enfant que j'étais. Il y avait une frontière, des kilomètres. Et il y avait une dame qui m'avait dit, je me souviens de toi, quand tu étais petit, tes parents ne pouvaient pas en fait t'accueillir et j'étais ta maîtresse. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu, je t'ai accueilli chez moi, elle m'a dit, je t'ai accueilli chez moi, tu as mangé, et puis le lendemain, tu es revenu en fait avec un bouquet de fleurs, tu as fait tout le chemin à pied et tu m'as offert un bouquet de fleurs. Elle m'a dit tu étais trop chou, tout ça, alors que mon chou, tout ça, est trop gentil, c'était pas trop ce que je voulais présenter parce que moi j'étais beaucoup sur la réputation, tout ça. Et j'ai dit c'est l'identité finalement que j'avais et que j'ai retrouvé. Être bienveillant, être bon avec les autres, encourager. Et cette dame, elle a juste écrit ce que j'étais réellement, alors qu'on aurait pu me faire croire le contraire. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit de toute façon que j'allais finir, que j'allais rien faire de ma vie. On m'a dit ouais, tu seras un cassos toute ta vie. Hein. Et c'est des personnes qui travaillent dans les boîtes d'intérim. Et je me souviens pour le fait que je commence mon apprentissage de mon CFC d'assistance socio-éducatif, c'était la première fois en fait que j'aimais ce que je faisais et que je sentais qu'il y avait une possibilité de pouvoir avoir un métier. Et là déjà les premiers mois, on m'avait déjà dit que ça allait être compliqué pour moi, que j'allais pas réussir, qu'il fallait que j'arrête. Et c'était des responsables. Donc, et pourquoi ils disaient ça? Mais en fait, c'est c'est souvent les réalités. Les gens en fait quand se fient aux réalités et ils ne voient pas plus loin. Et moi, je sais, pour avoir maintenant travaillé en foyer, que je n'aime pas en fait quand m'arrêter seulement sur voilà, il fait ci, il fait tel truc, il commet tel délit. C'est sûr que voilà, sa destinée, ça sera ça. On n'est personne en fait finalement pour dire que cette personne-là va échouer toute sa vie. Et puis voilà, je suis aussi la preuve finalement que c'est faux. On ne peut pas s'arrêter sur que ce qu'on voit, mais aussi être aussi à l'écoute, une écoute un peu plus loin de voilà, qu'est-ce qu'il a finalement aussi comme compétences, qu'est-ce qu'il a comme ressources, est-ce qu'avec ce qui l'anime, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ou est-ce qu'il y aura à un moment donné un déclic. Et pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bienveillants avec moi, qui ont semé, ça n'a pas apporté du fruit tout de suite. Mais à un moment donné, ça m'a servi pour que je puisse mettre sur la balance, voilà, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Ça m'a encouragé dès que j'ai su que c'était ça, ma vocation, c'est là où je veux me retrouver dans le milieu professionnel. Vraiment, j'ai vécu une transition. Enfin, je réussis quelque chose. Et j'étais fier de moi, d'avoir des retours. C'est la première fois qu'on me disait « Ah, tu fais bien ce que tu fais, tu as vraiment des compétences. » Il m'a fallu presque 30 ans pour entendre ça. Mais c'est arrivé. Et du coup, mon expérience à moi, c'était pas le fait d'avoir énormément de formation. Parce que voilà, au niveau scolaire, c'était compliqué. Et finalement, les gens voyaient ça. On disait, est-ce qu'il va y arriver? Jonathan, est-ce qu'il va y arriver? Voilà, il peine sur ça, il peine sur les écrits, il peine sur beaucoup de choses. Mais j'avais toute mon expérience, tout mon vécu, tout mon parcours. Finalement, j'ai vécu ça.
je suis en mesure d'avoir aussi un retour et puis d'être légitime de dire ouais ben je sais ce que l'enfant vit parce que je l'ai vécu. Je sais pourquoi. Et ce qui était aussi fort, c'est que je pouvais aussi dire à des résidents qui étaient des fois en révolte, hein, quand je travaillais dans le milieu polytoxicomane. Ouais, tu sais pas ce que c'est, toi, d'être en foyer. Je dis oui, je sais ce que c'est. J'ai vécu. Ouais, mais oui, t'as vécu en foyer. Oui, j'ai vécu en foyer. Et bien avant toi, et bien plus de temps que toi. Mais à un moment donné, j'ai décidé de prendre une autre trajectoire et prendre ma vie en main. Parce qu'avant, tu nous as dit que on va dire tes ambitions, c'était un peu d'entrer dans le grand banditisme et tout. Et puis finalement, en fait, là, tu trouves ta vocation en devenant éduc. Comment on passe d'une ambition, on va dire, toxique, puis à finalement, en fait, trouver sa voie et puis se mettre sur le chemin professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage-là? On finit toujours par se rattraper. Hein. On en croit que... il y a une longue carrière devant nous. Finalement, j'étais dans la rue, je volais, il y avait le deal, il y avait la drogue. Tout cet univers, à un moment donné, il s'écroule. Puis on voit que c'est pas solide, parce que plus tard, ça n'a pas poursuivi, chacun a pris son chemin. Personne n'a fait compte finalement est vraiment solidaire en prison. On est beaucoup solidaire, je trouve, à l'extérieur, mais après en prison, j'ai vu que c'était une autre réalité. C'est très dur, on est isolé. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Puis quand il fait 30 degrés dehors et puis que tu es dans une cellule avec quatre inconnus, et puis tu dois partager ta vie avec, et puis tu as des conditions où tu te dis non, mais là où je peux mériter mieux que ça. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Je côtoyais des personnes que j'appréciais vraiment. Et finalement, quand j'ai décidé de me retirer de certaines relations parce que la prison, c'était un peu la limite, je me suis dit, je ne veux pas revivre ça. Les personnes que j'ai côtoyées, certains sont été encore plus loin dans leur délit. Et l'année d'après, ils sont retournés en prison pour quelque chose que je ne dirais pas forcément là, mais ça a été beaucoup trop grave. Et puis là, je me suis dit, si je n'avais pas pris la bonne décision de me retirer, j'aurais été impliqué dans cette affaire. Donc du coup, peut-être mes chances de rentrer dans le social auraient été beaucoup plus compliquées. Parce que il faut quand même... il y a des limites dans l'accompagnement. Et là, pour moi, c'était vraiment le destin. Je me suis dit, ah ouais, heureusement que tu as pris cette trajectoire-là, parce que j'aurais fait là beaucoup plus de temps. Il y avait des années qui m'attendaient peut-être. Et peut-être j'aurais été le mauvais objet et que j'aurais fait ce que la personne, en fait, que je connais, a fait pour quelqu'un d'autre. Et ce qu'on est capable de faire pour les autres quand on est dans un groupe, finalement, ça peut aller beaucoup trop loin. Surtout pour ce que je raconte, je me suis retiré, j'ai dit heureusement que j'étais pas là. Et puis après, il y a eu un moment donné où tu chemines, mais je suis pas encore assez équipé. Je crois que je peux y arriver, puis c'est pas vraiment les bons choix. Je suis pas encore dans ce que je me retrouve pas encore dans ce que je veux. Et puis il y a toutes les carences et puis ma façon de voir les choses qui fait que je m'attire encore des problèmes et que j'ai pas connu en fait compte à structurer ma vie. Donc pour moi, avoir un appartement, mon premier appartement, c'est inviter des potes, vivre avec les amis. Hein. En fait, quand j'ai fait de mon appartement, on fait aussi une forme de foyer à ma façon. Et puis j'ai eu des réalités en face qui me sont venues où quand tu payes pas ton loyer, quand tu crois que tu peux vivre la grande vie comme tu l'entends, finalement ça te rattrape. Puis je me suis retrouvé à l'âge de 22 ans encore à nouveau dans un foyer parce que j'étais pas en mesure de gérer ma vie, j'étais pas assez responsable. Et puis là du coup, le foyer c'était plus le même regard que j'avais. C'était très... je sentais comme une espèce de honte
et dire voilà, ben ça c'est ceux qui n'ont pas réussi, c'était vraiment défini. C'est ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui sont en échec social, et puis après il y a les autres. Mais c'est là que je me suis rendu compte que ben, tous les éléments que je n'avais pas reçus quand j'étais enfant pour pouvoir me dire ben, une vie, ben, c'est quand même avec une certaine discipline qu'il faut la mener. Il y a certaines réalités qu'il faut en fait compte avoir en face des yeux pour pouvoir en fait compte ne pas être submergé par tout ce que ça demande. Il y a beaucoup de choses et ben, tout ce que j'ai pas pu avoir en tant comme équipement plus jeune, ben, je l'ai ressenti plus tard. Vraiment. Après, parce qu'aujourd'hui, vu que tu es éducateur, peut-être que tu peux aussi répondre à la question que je vais te poser en deux parties, mais comment, j'ai envie de dire, c'est un petit peu provocateur, mais on va dire comment ça se fait que dans le foyer, là où on va aller prendre en tout cas les enfants en fait finalement un peu comme dans ton cas, voilà, à la maison il y a des problèmes ou peu importe le souci, mais là on est censé encadrer les enfants et puis leur donner une structure, mais comment ça se fait en fait que ces mêmes enfants finalement ils ressortent de là souvent sans forcément avoir ce cadre en fait. En fait, comme je disais au départ, le foyer ça va pas remplacer les parents. Le cadre que les parents peuvent apporter, une certaine autorité, par exemple, quand c'est un éducateur qui te dit voilà, tu dois faire ça, mais moi en tout cas, au bout d'un moment, quand j'étais jeune, je disais oui, d'accord et tout, puis après à l'âge de 2 ans, je disais vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, t'es même pas mon père, qu'est-ce que tu vas dire sur ma vie en fait, et c'est pour ça que qu'après il y a des déviances et puis que quand j'ai expliqué, ben, toutes ces carences finalement ils sont là, même s'ils font de leur mieux, même si on fait de notre mieux, mais ça reste difficile hein, pour un enfant de pouvoir pas être dans un cadre familial. Des fois c'est bien sûr la solution, mais il y a les souffrances qui accompagnent aussi ça. Et puis et il y a des moments qui pallient à ça, où on a le sourire, on a la joie, on fait plein de choses. Mais après, quand tu arrives l'heure du coucher, et puis que t'es dans ton lit, t'es seul, puis tu regardes au plafond, puis t'as pas tes parents qui sont là, c'est difficile. Puis après, comme je t'expliquais, la structure, le noyau famille est pour moi quelque chose qui est hyper important. Et ça, ben, il est finalement détruit. Alors, du coup, il y a cette période de fragilité qui fait que voilà que ben, dans ces transitions je quitte l'enfance pour pouvoir pour passer à l'âge adulte, ben, si tu n'as pas toutes les cartes en main, ben, il y a finalement beaucoup d'échecs. Puis moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais. Les seuls moments où j'avais vraiment peur, c'était quand je courais pour que la police nous attrape pas quand on avait commis un délit. C'est un élan. Mais c'est vrai que le risque, finalement, quand je repense à ça, et on a pris. J'ai une anecdote où une fois on était dans le train, et puis les vieux trains, à l'époque, on pouvait les ouvrir. Voilà, c'était une poignée comme ça et puis c'était plus sécurisé comme avant. Puis pendant que le train était en route, là c'était sur le canton de Vaud, on a ouvert les portes avec les amis avec qui j'étais. Puis on a joué à un jeu où c'était utilise ta force pour te tenir. Et puis on est à la queue derrière toi, puis on va tous mettre une pression pour te pousser. Et toi tu dois tenir. À un moment donné tu te retrouves comme ça pour voilà. Et le goût du risque. Et puis on était tout voilà. On cherchait ce risque, cette adrénaline, et la peur finalement, ben, elle était mise de côté. Pour donner l'exemple de finalement ce qui animait en fait notre quotidien des fois. Parce que chacun joue un rôle en fait dans ce type de communauté. Toi, c'était quoi ton rôle? Moi, j'avais ce côté où c'était beaucoup axé sur la bagarre. Hein. En tout cas, je savais que c'était là que je pouvais faire ma place. Et puis,
vu que j'ai pratiqué des sports de combat, la boxe, et puis alors dès qu'il y avait un peu les conflits, que ça montait, je savais que ah ouais, là c'est à moi de jouer, je me mets en avant, et puis mais jamais vraiment, on va dire, épanoui, hein. C'était pas ouf, mais je savais que c'était là que je devais faire ma place dans tout ce qui était bagarre, et puis quand il y avait des conflits entre différents groupes, c'était mon rôle. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments, enfin, avant que justement tu arrives à cette étape de la prison, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit non mais là je vais trop loin, faut que j'arrête? Ouais. Il y a eu des moments où je me suis dit je vais trop loin, mais sauf qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives qui se présentaient pour moi. De toute façon, je ne voyais pas en fait, je voyais pas d'avenir déjà devant moi. Et je me suis dit c'est ce qui se présente à moi, et puis pas beaucoup de perspectives pour que je puisse me projeter ailleurs. Après au niveau scolaire, j'étais vraiment finalement les dernières années j'étais à la ramasse, hein. J'étais pas concentré, je rêvais, je voyais pas l'intérêt d'étudier, les devoirs je les faisais pas, donc en échec scolaire. Puis après du coup quand les perspectives, t'en as pas beaucoup, hein. Finalement on te dit tu vas même pas faire un apprentissage, donc tu vas apprendre ce qui vient en fait, il n'y a pas énormément de perspectives, donc déjà là quand le premier rapport à ce qui est censé te construire, tu as la famille, puis après tu as l'école, c'est déjà là, pour moi c'était déjà compliqué. La famille c'était un échec, l'école aussi. Je voyais pas plus que finalement, à un moment donné, être à la rue, puis mes parents finalement voulaient pas aussi être avec moi dans cette période. C'est vite, voilà, le choix a été vite défini que c'était là que j'allais continuer jusqu'à que ça s'arrête, mais voilà, on vivait en fait, dans ces moments-là, tu ne perçois pas l'avenir, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je me projette, tu vis au jour le jour, tu prends ce qui vient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va à tel endroit, on doit aller régler des comptes, ou on doit aller s'affronter avec telle personne, où on vole, on fait. Il n'y a rien qui est construit en fait, on prend ce qui vient. Et souvent, c'est jamais très bon. Quand j'arrive sur la case prison à Chandelon, à Genève, je réfléchis, je me dis, voilà, j'ai le temps de réfléchir, j'en fais rien. De toute façon, combien de temps en fait là? Alors, j'ai eu à faire, j'ai réussi à sortir en préventif, j'avais fait 4 mois. Mais je ne savais pas en fait combien de temps j'allais faire. Donc c'est pour ça que c'était très long pour moi. Parce que j'attendais le jugement. Et du jour au lendemain, on m'a dit, ah c'est bon, tu sors. Donc à ce moment-là, j'étais déjà très à me dire que comme je l'ai dit, que je ne voulais plus retourner dans ce que j'avais vécu. Je change de relation, et puis là, il y a déjà un déclic qui se fait. Et puis, comme je l'ai dit, c'est plein de petites semences qu'on m'a apportées durant tout mon parcours, que ce soit dans l'enfance où j'ai rencontré des éducateurs bienveillants, des personnes qui m'ont aidé en fait à passer les périodes sombres de ma vie en m'apportant un sourire quand j'en avais besoin. C'était ce côté un peu sur l'instant. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un enfant qui vit des moments défiants. J'ai eu la chance aussi d'avoir une famille d'accueil qui était là, où j'ai pu avoir un regard familial en disant ah c'est pas que ce que j'avais vécu, mais qu'une famille où il y a les parents, il y a les enfants qui vivent et puis qui sont bien et qui sont heureux. Bizarrement j'aimais le foyer, mais j'aimais cette famille, donc il y avait quelque chose quand même qui me disait que c'était quand même lié au refus de vivre ce que ma famille me proposait. Et voilà, tout au long de mon parcours, il y a des choses qui ont été semées. Et quand je suis arrivé dans ce dernier foyer, j'ai vraiment touché le fond, en me disant voilà, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer pour moi. Puis il y a des et là en fait moi j'ai dit ah bon, j'ai essayé beaucoup de choses, il n'y a rien qui a fonctionné, et de me retrouver là en échec. Je me suis souvenu que quand j'étais pas bien, dans le foyer Jean-Antille, c'était des sœurs qui nous gardaient, et puis on avait des moments où on pouvait prier. Du
du coup, là, j'ai commencé à prier, en prison. J'ai dit, voilà, je disais, à ce moment j'ai fait cette prière, je dis, le Seigneur, si tu existes, sors-moi de tout ça en fait. Je vais pas pouvoir tenir. J'ai essayé de mettre j'ai essayé de tout mettre dans une relation. Finalement, je suis pas heureux moi-même. Je peux pas réussir à construire quelque chose. Les perspectives de travail, il n'y en a pas énormément. Je suis à bout. J'ai envie quand même de faire quelque chose. Je sais pas quoi faire. Aide-moi, j'en peux plus. Je suis à terre. Et puis en fait, c'est comme si j'avais une période de désert, mais il y avait tout qui fonctionnait pas. Et puis tout ce qui, pour moi, que je pensais qui allait m'aider à m'en sortir, tout s'écroulait. Alors, mes prières ont été exaucées. Mes prières ont été exaucées. J'ai prié, puis en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cheminement. En fait, j'ai commencé un job d'opérateur horloger. Je me suis dit, on est dans le canton, on a un chaux-de-fonds, voilà. Peut-être l'horlogerie. J'ai essayé, puis en fait, j'ai pas fait très longtemps. J'ai été licencié, on m'a dit que je correspondais pas au profil. Et j'ai fait une année en tant que concierge, c'est ça qui était assez fou. J'ai fait une année de conciergerie et puis je côtoyais des gens. Et puis entre deux coups de balai, j'avais l'occasion de discuter, partager. Et puis je me rendais même pas compte qu'en fait, là j'étais dans les prémices de mon futur emploi. Et qui est beaucoup l'écoute, qui est beaucoup l'échange. Et il y a une de mes collègues qui m'a dit, mais toi, je te verrais bien éducateur. Okay. Et j'ai dit en fait, mais t'as raison, c'est ça. C'est vraiment ça que je dois faire. Et là, après, il n'y a plus rien qui me stoppait. J'étais instoppable. Je voulais aller jusqu'au bout, même si on me disait, ouais, tu sais, je pense pas que tu vas y arriver. T'as pas les ressources intellectuelles, t'as déjà regardé tous les échecs que t'as eus. Il y avait une conviction, moi je savais que c'était une réponse à ma prière, c'était ce qui était tracé pour moi. Je voulais utiliser mon histoire, donc du coup je me sentais vraiment légitime. J'avais pas d'autre prise en fait, moi je pouvais pas présenter de dossier en disant ouais, voilà, avec tout ce que j'ai eu comme expérience professionnelle et tout, c'était plutôt avec mon expérience, mon vécu, mon CV, je suis sûr que je suis légitime et que je suis à ma place. Quel a été justement le rôle de la foi en fait dans cette prise de conscience? J'ai beaucoup de récits dans lesquels je me retrouvais dans la Bible de personnes vers qui finalement il n'y avait pas grand chose à espérer. Et j'aimais en fait quand ce modèle-là de Jésus qui donnait de l'espérance, qui confrontait en fait contre les personnes qui se mettaient dans une position d'autorité, de force et en disant finalement vous n'avez pas raison. Et puis qui amenait toujours de l'espérance, de l'espoir, de se projeter. Et moi, j'avais besoin de ça, en fait, finalement. D'un discours qui avait tout son poids sur moi, qui allait me permettre d'avoir de la foi pour pouvoir continuer. Et lorsque, finalement, les réalités, la situation, mon parcours essayait de me rattraper, finalement, il y avait la foi qui me portait, où je priais. Puis j'avais mes moments d'intimité, où j'avais besoin de déposer ce que je vivais, de faire un travail aussi sur moi-même, de restauration, de pardon. J'avais envie d'engager un processus et c'était pas le fait de vivre que pour moi, mais à un moment donné j'avais envie de transmettre. Et c'est ce que finalement la foi m'a pu m'apporter et que j'ai pu en fait construire quelque chose relationnel et pas être voilà, c'était beaucoup la relation et des encouragements juste incroyables que j'aurais jamais pu recevoir. Ouais, c'était vraiment ce qu'il me fallait. C'était fait pour moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers la foi, finalement, il y a aussi cet aspect communautaire. Parce que tu as dit que justement, tu as toujours vécu en communauté. Et puis à travers le foyer et tout, et puis maintenant,
dans la foi, c'est aussi quelque chose que tu partages en communauté et est-ce que tu te retrouves aussi dans cet aspect-là? Des fois, quand il y a des personnes qui viennent, typiquement quand je vais à l'église, j'arrive, en tout cas j'ai mon regard qui est perçu sur des personnes qui sont en retrait. Je suis très attentif, je suis très touché par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont envie, je suis intéressé par leur histoire, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, et j'ai envie d'encourager en fait, parce qu'on a fait ça pour moi. Et c'est quelque chose que je ne vis pas que en fait, au niveau de la foi, même ailleurs, je suis porté par ça. Mais mon regard, il est très ouvert à comment les gens vivent et d'où ils viennent, quel est leur parcours. Est-ce qu'ils ont été encouragés? Est-ce qu'on leur a dit c'est possible, qu'ils peuvent sortir de cette situation? Si tu vis un moment difficile, si tu vis des temps de souffrance, est-ce que tu sais qu'on peut s'en sortir, que c'est possible? Ouais. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé parce qu'on me disait justement que c'était pas possible pour moi. Et après, voilà. Le défi pour moi, c'était le fait de renoncer en fait à la réputation. Il y avait beaucoup l'apparence, ce que les gens pouvaient dire de moi, ce que les gens pouvaient penser de moi. Quand je fais le travail de changement, c'est vraiment moi, où j'en suis, qu'est-ce que je vais devenir. Et puis là, on enlève les couches et puis on va faire ce travail de fond dont j'avais besoin. Et puis l'abandon, je le vivais très mal. Tellement quand j'étais en relation, quand j'étais avec des personnes, finalement renoncer à certaines relations, renoncer, pour moi c'était revivre finalement un abandon que j'avais vécu comme quand j'étais plus jeune. C'est vrai que quand je parle de ma vocation professionnelle, d'avoir été enfant en foyer et puis aujourd'hui d'être éducateur, ça s'est pas fait comme ça en un clic, mais c'est toutes des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré. Et c'est pas forcément toujours sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont dans mon entourage, dans mon quotidien, que je remercie en fait chaque jour, parce que je crois qu'à chaque fois que j'ai fait mon cheminement, une fois que j'ai décidé de me positionner, il y avait un autre regard sur la société. J'arrivais à voir d'autres choses que ce qui m'entourait avant, la violence, tout ça. Puis c'était cette personne-là, en fait, elle a tellement de choses qui m'inspirent. J'ai vu des personnes qui dans leur vie de famille, qui m'inspiraient. Des personnes dans la foi qui étaient alignés avec ce qu'ils disaient et puis ils avaient vraiment des vraies valeurs. Et puis tout ça, en fait, moi, j'ai voulu prendre à moi. C'était ça que je me disais, ça, c'est un cadeau, je prends. Et chaque jour, il y a des choses auxquelles je renonçais parce que j'avais plus envie. C'est comme si j'ai grandissé en fait quand à nouveau que je faisais mon processus de croissance, que je quittais un petit peu, comment dire ça, il y avait toujours des cadeaux qui s'offraient à moi en fait. Je me rendais compte dans la journée, même s'il y avait la part de défi, mais les cadeaux se faisaient beaucoup dans la relation et ça m'a énormément aidé. Autant j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont un peu tiré vers le bas, mais aussi des personnes qui m'ont beaucoup aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Je suis toujours en chemin. Je reçois beaucoup d'encouragement de personnes que j'ai côtoyées, qui me disent merci d'être cette voix dans le vécu, dans le parcours, et merci d'être devenu ce que tu es. Et je me sens un peu porté comme dans quelque chose qui est de l'ordre d'une mission, mais que je ne fais pas sous contrainte. Et du coup, les personnes que j'ai côtoyées, que je côtoie, disent que ça leur donne beaucoup d'espérance de voir en fait ce que je suis devenu. Et j'ai pour exemple, une fois je faisais un accueil dans le foyer où je travaillais auparavant, et il y a une personne qui s'est présentée, que je connaissais, que j'ai connue quand
deux personnes que j'ai connues quand on était plus jeunes, et puis que les week-ends je squattais devant les Jeannerets, l'école au Loc. C'était un peu notre lieu de retrouvailles avant de partir à nos occupations de jeunes. Et puis cette personne a fini en tant que résident dans le foyer. Puis il m'a posé la question, tu es là, mais tu es là en tant que résident Et puis là je lui ai dit, je suis là pour t'accompagner. Et pour moi c'était fort parce que je me suis dit, ah ouais, d'accord, je comprends mieux pourquoi je suis passé par là. Et ces personnes-là, c'est pas un sentiment de jugement qu'ils ont eu à ce moment-là, mais d'encouragement, d'espoir. Sur le moment en disant, ça fait du bien de savoir que c'est possible, et j'ai eu beaucoup d'encouragement. Il n'y a pas de mépris en fait, c'est pas tu te retrouves dans une position, tu dis voilà, regardez ce que je suis devenu. Le parcours qui est le mien fait que c'est plutôt à chaque fois en fait quand tu cherchais à de nouveau en fait rentrer en contact, être en échange et puis discuter avec les personnes et puis de voir ce qui peut en fait être construit dans la relation en ce moment. Il y a tellement de pépites, de choses que je peux aussi apprendre en fait contre des autres, et c'est ce que j'ai vécu finalement. Peu importe la personne où elle se trouve, on peut aussi recevoir de l'autre, et c'est ce que je reçois en fait de mes enfants. J'apprends énormément. En tant que père, j'apprends énormément de mes enfants, et je sais que je peux apprendre énormément d'une personne qui a un vécu qui est difficile, qui n'a pas forcément fait tout le chemin que j'ai fait, ou bien qui est plus loin. Aujourd'hui, tes parents, est-ce que eux, quel regard ils ont sur toi, et même si d'un coup ils ne te le disent pas, comment toi tu perçois le regard qu'ils ont sur toi aujourd'hui? C'est pour mon père, ma mère, je sais que ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais petit, on faisait toujours des comparaisons avec des enfants qui voyaient et puis pour qui ça fonctionnait bien, en disant regarde l'enfant d'un tel, regarde comment il est, et toi, je sais pas qu'est-ce que tu fais. J'avais même eu à un moment donné menacé de me ramener de rapatrier en Afrique, tellement que ça allait pas. Et puis qu'aujourd'hui, ils me voient avec la famille. Mes enfants, je pense qu'ils sont fiers de ce que je suis devenu. Oui. J'ai le récit, et puis en fait, là où pour moi c'est plus sain, c'est de ne pas être dans un conflit de loyauté, où il y a beaucoup d'enfants finalement qui sont ouais, mais tu sais, ton père, ta mère a fait ça, et j'arrive à avoir un regard qui est différent, et pas de rancune. C'était comme ça que ça devait se passer, et même si pour moi aujourd'hui, je sais que par exemple pour le foyer, comme j'ai dit, pour le foyer que je désire, tout ce que je projette, c'est pas ce que je souhaite en fait montrer à mes enfants, et puis voilà, là il y a de la vie aussi certaines fois, mais en tout cas, j'ai pas de rancune, et je suis reconnaissant. Toute cette histoire, en fait, tu as décidé de créer une association et puis de faire un film. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'association s'appelle Relève-toi. Et le film s'appelle Les graines de la violence, le documentaire fiction, Les graines de la violence. On a commencé à tourner en février 2025. La première partie, où il y a la partie documentaire, et la fiction, on aimerait pouvoir la tourner en automne. Et là, on va essayer de donner un rendu des récits sur des parcours de vie difficiles, compliqués, et puis qui ont su finalement réussir à trouver leur voie, leur vocation. Et puis c'est ce qu'on aimerait montrer, de l'espérance, qu'il n'y a pas que des parcours qui sont figés, et puis que même si tu commences difficilement, avec les épreuves que la vie peut apporter, il y a la possibilité de voir de la lumière au bout du tunnel, quoi. Et pourquoi tu as un film et pas forcément faire juste de la prévention en école, des choses comme ça, ou en foyer Je pense que c'était quelque chose qui devait se dessiner pour moi. Et de raconter comme ça, j'avais besoin de raconter différemment. Et puis après, je me suis dit, c'est avec cet outil-là qu'on va utiliser un outil de médiation.
Et comme toute l'histoire du théâtre, aussi, on voit aussi des bouts où on peut raconter des récits pour pouvoir interpeller la société. Je crois que le cinéma peut faire un bout de ça. Et autant ce que vous faites avec le projet, où en fait on peut aller dans la chambre des gens, on peut aller les rencontrer et puis avoir une diffusion beaucoup plus large. Ce projet, pour moi, c'est un projet extraordinaire, c'est un projet incroyable parce que j'ai pu interpeller, construire ce projet avec des personnes qui sont professionnelles, qui travaillent qui ont déjà travaillé dans des séries, qui ont écrit des séries, qui ont écrit des films. Et puis j'étais au culot en disant est-ce que tu serais intéressé de travailler avec moi, avec des réalisateurs. Et aujourd'hui, le projet se construit avec une équipe de professionnels et je crois que on aura suffisamment de quoi faire avec ce qui se passe dans la société. Moi, quand je vois dans le cadre du travail que je fais aujourd'hui, que je peux passer un moment avec un enfant et puis de rire, de joie, et puis que je peux lui apporter ça, du temps, qu'on peut partir dans un moment de folie, et puis que c'est le moment qui donne ça, ou bien de respecter aussi la distance dont elle a besoin, du recul, de ne pas que m'imposer. Et puis que je vois aussi la lumière qu'on peut aussi apporter dans les yeux des enfants, les encourager dans leur parcours. Si je peux aller me présenter avec le projet, leur dire voilà, coucou, je suis là, je m'appelle Jonathan, je suis passé par où vous êtes passé, mais voilà, il y a une porte de sortie, il y a une porte d'espoir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous avez les moyens de vous en sortir et vous êtes fort, vous allez réussir à vous relever. Pour moi, c'est déjà tout gagné.